je vais commencer avec l'essentiel. L'info qui va mettre en PLS les Tristan Mendes France, les Julien Pain, les Reichstadt, les Audioro et tout ça, et tout le ministère de la propagande du 4e Reich. Et je vais, avec cette partie-là, donner un coup de pied au testicule de la bête, hein, on va dire ça comme ça, et je vais vous demander votre aide, non pas pour mon bien, pour le bien de tout le monde, à explorer cette histoire-là et surtout à en parler, à le partager. Donc, tout d'abord, déjà on commence avec le complexe industriel de la censure. Okay? Ça s'appelle comme ça et c'est une série qui risque d'occuper une bonne partie de 2024. On commence le premier épisode de ça avec Disarm Framework, d'accord? Qui, à mes yeux, c'est l'épicentre. C'est... on va dire que dans cette image-là qui connecte tous les acteurs gouvernementaux, les fondations, les GAFAM, les ONG, les fact-checkers, les think tanks, les initiatives académiques et les organismes à but lucratif, au centre de tout ça, ce qui leur permet de se synchroniser, c'est le framework, le cadre posé par une entité qui s'appelle Disarm. Okay? Et du coup, on va essayer de voir tout ça un petit peu plus en profondeur, mais juste avant, je voudrais dire merci à Patrick et à Bad Kitty, qui a un compte Twitter américain qui a été même retweeté une fois par Trump, pour leur travail monumental de recherche et de traduction. Bad Kitty a pu sortir le lapin de son terrier pour le mettre sur X et Patrick m'a aidé énormément avec l'organisation des morceaux du puzzle. Ce premier épisode n'est que le premier d'une série qui risque d'occuper une bonne partie de 2024 car elle aborde les contours du 4e Reich en exposant le complexe industriel de la censure, leurs acteurs et leurs méthodes. Pardonnez-moi, je vais regarder parce que comme je suis un peu seul dans l'émission, voilà. Patrick a reçu apparemment le message. Merci Patrick. Alors, les dossiers CTIL sont en train de provoquer la chute du système de censure et du contrôle du narratif. Mais qu'est-ce que CTIL? Alors, CTIL vient de Cyber Threat Intelligence League, signifiant Ligue de renseignement du cyberespace. Cette institution trouve ses origines dans le gouvernement américain qui a collaboré avec le gouvernement britannique pour contourner l'utilisation du renseignement lié à la menace cybernétique, affirmant qu'un cerveau humain est piratable de la même façon. Donc, les mêmes principes qui sont utilisés pour protéger les ordinateurs des piratages doivent être appliqués pour protéger les humains du piratage intellectuel. Et c'est là qui a commencé à émerger l'idée de la sécurité cognitive. Ces dossiers expliquent comment le gouvernement américain et anglais ont contourné la loi en utilisant le secteur privé pour censurer et attaquer, en diffamant les personnes divergentes de la rhétorique. Ces dossiers révèlent aussi les méthodes utilisées par ce groupe obscur qui utilisait de faux comptes ou carrément des visages créés par l'intelligence artificielle afin de contrôler le discours et d'attaquer toute forme d'opposition depuis l'obscurité, c'est-à-dire ils se cachaient. Ils faisaient une opération commandée par l'État. Ils le font toujours. Hein. C'est toujours actif, ce truc. Donc, c'est commandé par l'État, appliqué par les acteurs étatiques et privés, hein, et toutes sortes de fondations et institutions. Et dans leurs mesures, qui sont censées être pour le bien commun, ils précisent bien qu'il ne faut pas qu'on laisse des traces sur ce qu'on fait. Vous comprenez ? Donc, ça montre qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Alors, on apprend aussi que des formations pour créer des influenceurs ont eu lieu. Et ces influenceurs ont été utilisés comme armes pour défendre le discours. Alors, pensez à des gens comme William Oduro, comme Thomas Durand, comme le gars derrière l'extracteur et tout ça. On apprend aussi l'existence d'individus qui servaient à infiltrer des groupes d'opposition dans le but de les détourner ou de collecter de l'information de l'intérieur. Donc, il y a des gens qui cherchent à infiltrer. Ce n'est pas une blague. Et je peux vous dire, ils ont fait l'effort d'infiltrer la plupart des médias alternatifs. Et les médias alternatifs qui sont composés de plusieurs personnes, ils ont des grandes chances qu'ils soient déjà infiltrés. Alors c'est pour ça que moi, pendant une période, mon équipe a grandi. Et puis à un moment, je dis, on va commencer à se calmer un peu parce qu'on commence à être un peu trop nombreux et je ne connais pas tout le monde.
Donc voilà, et on a fini avec l'équipe qui s'est stabilisée, où il y avait moi, Rudy et Nikolai pour les lives, et il y avait les traducteurs et des personnes sur Internet et tout ça. Mais à un moment donné, il y avait genre 60 personnes derrière, un truc comme ça, tu vois. Il y avait plusieurs personnes qui travaillaient, certains étaient payés, certains pas. Et voilà. Et je sais que là-dedans, il y avait des personnes qui étaient là pour infiltrer. J'ai appris ça par la suite, mais j'avais bien compris pendant aussi. Alors, toutes ces institutions et groupes se synchronisent en utilisant un cadre, donc framework, le mot en anglais, créé par une fondation qui s'appelle Disarm et qui est une sorte d'épicentre de l'industrie de la censure et qui sera le sujet de cette partie-là. Les dossiers rendus publics par le lanceur d'alerte qui a exposé les dossiers CTIL sont authentiques et ils sont actuellement en train d'être étudiés par le Congrès américain dans une enquête qui est en cours. Alors, voilà. Je ne vais pas rester traîné dans l'intro. Je vous montre Disarm. J'avais parlé dans le grand article avec la vidéo de quasiment 1 heure, 56 minutes, je crois. 56 minutes, ouais. Où je parle des dossiers CTIL, de ce lanceur d'alerte, de toute la structure, des personnes impliquées, etc. Mais c'était vraiment un survol. 50 minutes en survol, je peux vous dire, et encore, hein, c'est vraiment toutes les pointes, les parties émergées de tous les icebergs. Donc, si on va en profondeur dans chaque sujet, il y en a pour des mois. Alors, si vous voulez comprendre de quoi il s'agit, vous pouvez lire ce dossier-là, mais j'ai fait quelques captures d'écran pour vous dire qu'on parlait déjà dans ce dossier de Disarm. Ce soir, on va aller plus en profondeur. Disarm est la fondation utilisée pour créer le cadre, donc le framework, qui permet à tous les acteurs de la censure de ne pas se perdre. On pourrait qualifier Disarm de chef d'orchestre des perroquets intellectuels. Vous savez, quand je vous dis des fois, ah, ça y est, tous les chefs d'orchestre des perroquets intellectuels, ils sont en train de chanter la même chanson. Voilà. Enfin, non, quand l'orchestre des perroquets intellectuels sont en train de chanter la même chanson, bah, Disarm, c'est le chef. Et il est organisé par, justement, Terp. Terp, qui est une personne qu'on avait parlé justement qui a été nommé par le gouvernement américain et anglais pour aller mettre en place tout ça, organiser tout ça, centraliser, etc., etc. Et en gros, ce qu'elle a fait, c'est juste une grosse mise à jour d'un système qui était déjà existant, qui s'appelait AMIT et qui était mis en place par une institution qui s'appelle MITRE. Ce qui est drôle parce que MITRE, ça veut dire aussi là où la femme garde l'enfant là dans le ventre. J'ai perdu le mot. Bref. Alors, qu'est-ce que Disarm? Qu'est-ce que Disarm? Alors, je vous lis la traduction de ce qu'on peut trouver dans le site, dans la section à propos. Le conseil de gouvernance de cadre sera essentiel pour que le cadre reste ouvert et soit partagé par l'ensemble de la communauté des auteurs de désinformation. Les utilisateurs prendront des copies ou fork du cadre. Avec ces copies, ils peuvent modifier ou compléter le code afin de mieux comprendre leurs propres défis. Nous encourageons les utilisateurs à partager leur travail afin que la communauté, par l'intermédiaire du conseil d'administration, puisse décider des améliorations à apporter à la version principale. Blablabla. La fondation est là pour permettre et renforcer les organisations et les réseaux d'organisation. Nous souhaitons jouer notre rôle en encourageant un réseau de réseaux plus fort, capable de réagir rapidement et efficacement à la désinformation. En gros, vous comprenez, dans la description, ils te disent « Nous sommes l'épicentre du ministère de la propagande de l'État autoritaire qu'ils cherchent à imposer. » Voilà, ils te le disent dans la description. Alors, qui est derrière ça ? C'est important. Alors, tout d'abord, celle qui a mis en place ça, c'est Terp. Donc, c'est une personne qui a été autorisée par l'État de mettre en place, de mettre à jour, on va dire, des institutions qui existaient déjà. Mais vous allez voir, c'est assez rigolo. Vous avez ici la liste de tous les partenaires. Et du coup, je vous ai fait une petite description de l'aspect étrange, on va dire olé olé, obscur, chelou, appelez ça comme vous voulez, de tous ces partenaires. Là, on est dans les partenaires et c'est une partie. Alors, on commence avec Alliance for Europe. Donc, c'est la section de l'Union européenne de l'industrie de la censure. Ce sont les intermédiaires entre la volonté des censeurs
globalistes et les acteurs européens. D'accord? Et vous allez voir que le président de Alliance for Europe, il fait partie des membres de l'équipe d'ISARM. Niveau conflit d'intérêts, bon, voilà, on parle même pas. Donc Alliance for Europe pour commencer et aussi pour dire que ça concerne évidemment aussi l'Europe parce que tout ce que je vous décris là, c'est mis en place majoritairement aux États-Unis et en Angleterre, mais c'est appliqué par l'ensemble de l'Occident. D'accord? Ensuite, Alfred Landecker. C'est un groupe concentré sur l'amalgame entre populisme et nazisme et tout ce qui tourne autour. Ils font partie des propagateurs de l'hystérie hypocrite contre l'antisémitisme, qui, bien sûr, toutes ces institutions appuyées par Alfred Landecker, ils ne se sont pas exprimés quand le Parlement canadien a salué un véritable nazi de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils ne sont pas là pour s'intéresser à l'antisémitisme, ils sont là pour s'intéresser à comment faire l'amalgame entre populisme et nazisme. D'accord? Voilà. Et donc, toutes les attaques qui concernent l'antisémitisme, qui disent « Ah, lui c'est un antisémite, lui c'est un machin », et la rhétorique qui leur permet d'utiliser cette attaque vient de ce groupe-là. Ok? Donc déjà, là, tu as deux acteurs, tu fais « Ah ouais, quand même ». Ensuite, Credibility Coalition. Il crée des standards de crédibilité de l'information utilisés par la suite pour définir ce qui est une désinformation ou pas par les chiens de garde du narratif officiel. Donc, si moi je partage une info, par exemple sur le laptop de Hunter Biden et puis j'ai Tristan Mendes France qui vient me casser les pieds en disant ouais, des informations parce que ça respecte pas les critères de l'information et tout ça, c'est parce que les critères de ce qui est une désinformation ou pas de Tristan Mendes France sont définis par Credibility Coalition, cette institution-là. Donc déjà là, trois acteurs, on est d'accord que ça sent le caca quand même. Hein. Ça sent vraiment mauvais là. Alors, COGSEC collaboratif. Alors là, accrochez-vous parce que là, ça y va. Ils font partie des créateurs du framework de DISARM. Donc ils font partie de tout ce système de censure qui permet à tout le monde de s'organiser. Ils ajoutent dedans des méthodes utilisées contre le terrorisme. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va contre le narratif, on le traite de complotiste. Ok? Et puis, pendant la période de la levée du complotisme, si on peut dire, ils nous ont cassé les pieds aussi avec le terrorisme. Et puis, il y a eu même cette période-là où l'autre, Latex, comment il s'appelait, Castex, il disait le complotisme et terrorisme et antisémitisme, il a tout mis dans le même panier, terrorisme et complotisme, vous comprenez? Alors, d'où viennent ce genre d'idées? Ce genre d'idées viennent justement d'institutions comme COGSEC collaborative qui utilisent des méthodes qui sont utilisées contre le terrorisme pour attaquer les opposants narratifs. Et pour pouvoir justifier ces méthodes, ils ont besoin de lier complotisme et terrorisme ensemble. Vous comprenez? Mais ça ne s'arrête pas là. Ils ajoutent des liens avec l'OTAN en utilisant des projets supplémentaires comme MISC Project. Vous avez ici le lien qui a été créé par l'OTAN et qui justement œuvre contre la désinformation, je ne sais pas quoi. MISP, ok, allez regarder. Donc vous avez un acteur ici qui est à la fois OTAN, à la fois hyper corrompu parce que justement, vous voyez les liens. Est-ce que vous voyez les liens? Toutes les attaques antisémites, ceci, antisémite, cela, juste parce que tu as dit que, en fait, peut-être que Ben Laden, c'était pas celui qu'on croyait, etc. Ça vient d'une institution comme celle d'Alfred Landecker qui propose des narratifs pour attaquer les opposants narratifs. La Credibility Coalition qui pose les standards utilisés par les médias mainstream et les fact-checkers sur ce qui est une désinformation ou pas, et même les États, attention. Et ensuite, on arrive à COGSEC qui te parle qui mélange complotisme et terrorisme et qui utilise les méthodes qui sont utilisées contre le terrorisme pour attaquer le complotisme et qui en plus travaille avec l'OTAN. Ok, vraiment vous sentez là. Ok.
Craig Newmark Philanthropies. Donc forcément, hein, c'est des philanthropes, etc. Bien sûr. Alors, le mec, Craig Newmark, c'est un milliardaire financier omniprésent dans les opérations de ce genre. Et quand vous allez dans Craig Newmark Philanthropies, le site, vous pouvez cliquer hein, sur les noms, ce sont des liens. Vous arrivez sur Cyber Security, Cyber Civil Defense, etc. Toutes ces idées qui utilisent, vous voyez, il a même un compte Mastodon. Vous savez, quand Elon Musk a acheté Twitter, tous les fact-checkers voulaient pousser tout le monde à aller à Mastodon. Bah, il fait partie de cela. Et en fait, ce gars-là, voilà, il est dans toutes les opérations qui sont mauvaises, bah, il est dedans. Il est impliqué d'une façon ou d'une autre, principalement en tant que financier qui aide les recherches. Okay? Comment il a eu sa fortune? Ça, c'est intéressant. Alors, il est devenu milliardaire en créant le site Craigslist, qui est un des tout premiers sites d'annonces en ligne. Et du coup, rappelez-vous récemment ce qu'on a dit sur Wayfair, sur Vinted, sur Etsy et tous ces sites en ligne. Et bah, toutes ces plateformes de vente en ligne, bah, lui, il en a eu la toute première et on peut imaginer plein de choses. Bref, ça, il y a des liens à faire là-dedans. On a aussi le Florida International University qui fait partie aussi des universités hein, qui sont impliquées dans tout ça, qui font des recherches en partenariat avec justement Cogsec qui est une institution, celle que je vous ai décrite tout à l'heure, et MITRE. Okay, donc ils travaillent avec des organismes qui s'occupent de la censure, la manipulation et la désinformation. Non pas la désinformation des complotistes, hein, c'est les propagateurs de la vraie désinformation. Celle qui te dit le virus est sorti du trou de balle d'un pangolin qui a fait je sais pas quoi, une grenouille ou je sais plus ce qu'il disait, une chauve-souris. Et voilà, ça c'est de la désinformation. Ceux-là sont les propagateurs de désinformation. Ils organisent leur système pour induire les gens en erreur. Cogsec fait partie, on va dire, est un élément important. MITRE en est un autre extrêmement important et cette université travaillait avec les deux. Alors MITRE, un extrait de la description sur leur site donne une idée de leur rôle. Chez MITRE, nous unissons nos forces pour atteindre des résultats qu'il est difficile, voire impossible, de réaliser seuls. En travaillant avec notre réseau croissant de partenaires, écoutez bien les partenaires, hein, le gouvernement, l'industrie et d'autres organisations à but non lucratif, des laboratoires nationaux et des universités. Donc, comment tu penses que le gouvernement arrive à donner des ordres pour pousser le privé à faire des choses que l'État n'a pas le droit de faire? À travers des institutions comme MITRE, qui servent d'intermédiaire pour accomplir la volonté étatique au sein des institutions et du privé. C'est pas rien. C'est pas rien. Vous voyez, le système, il commence à se démasquer là. Ça, c'est vraiment des systèmes qui sont purement antidémocratiques, qui permet à tous ces groupes puissants de s'organiser entre eux pour attaquer les libertés du peuple pour servir les intérêts d'une petite minorité. Alors, on retourne à l'article. MITRE, en gros, est utilisé pour justifier tout et n'importe quoi. Un exemple, Dominion, vous savez, les machines Dominion qui sont utilisées pour les élections. Dominion a demandé au National Election Security, accrédité par MITRE, d'effectuer une analyse indépendante par un expert tierce des affirmations du consultant concernant le système de vote de la Géorgie. Dominion Report, là, vous avez un lien qui vous amène justement, voilà, donc Dominion Voting, hein, les machines de vote, vous disent on n'a pas triché parce que MITRE dit qu'on ne l'a pas fait. D'accord? Vous comprenez du coup l'importance de qui est MITRE. C'est une institution. Pire que ça, ils sont également les créateurs de l'ancienne version du framework de Disarm. Ce framework, on va le voir à la fin, le cadre de travail. C'est un système d'organisation de travail. Ce sont les créateurs de l'ancienne version. Là, ce qu'on va voir, nous, le framework de Disarm, c'est la version mise à jour. Avant, ça s'appelait AMIT et c'était construit par MITRE. Et ensuite, on a un PD America. Bon, pardon pour la blague, voilà. C'est une entité qui se concentre sur les outils qui permettent d'amplifier les messages des minorités. Donc,
Ça aussi, c'est très intéressant. Vous voyez toute cette rhétorique woke et les minorités, et puis pauvre de nous, et qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, on veut leur donner une voix. Et du coup, on crée des institutions comme PD America. C'est drôle le nom d'ailleurs. Bref, on crée ce genre d'institutions pour amplifier la voix de ces petits groupes. Le problème, c'est qu'ensuite, on prend ces outils créés pour ces minorités-là et on les utilise pour servir une autre minorité. Laquelle? Celle des chiens de garde de la rhétorique. Est-ce que vous comprenez? Alors là, je vous fais juste un survol de chacune de ces institutions qui participent. Mais on va les prendre une par une et on va entrer dedans. Vous allez voir que tout ça, c'est une joyeuse équipe de personnes corrompues jusqu'à l'os qui sont en train d'essayer de détourner l'humanité pour la contrôler, la manipuler, la détruire, l'éliminer, faire plein de choses qui ne sont pas du tout celles en fait. Et donc, voilà comment ça fonctionne. Si on vous parle de woke et les minorités, machin et trucs, ça leur donne la possibilité de créer des outils pour amplifier la voix des minorités, mais ce n'est pas du tout pour les minorités qui le font. Ils n'en ont rien à foutre des minorités. Ils sont à l'origine du racisme. Même. La raison pour laquelle ils ont besoin de ce genre d'outils, c'est pour pouvoir donner du pouvoir à une autre minorité qui cherche à défendre le narratif de la propagande étatique. Voilà. Vous comprenez un petit peu je sais pas, c'est dommage que je n'ai pas un retour, mais écrivez-moi dans les commentaires si tout ce que je dis jusqu'à là est clair. Là, je viens de vous donner les partenaires de cette institution qui a mis en place 10 armes. Comme vous avez pu constater, ils s'en prennent l'un et tapent l'autre. C'est genre l'un est pire que l'autre. Donc, il n'y a pas que ça. Si on va dans la section qui, donc en plus des partenaires, là on est dans l'équipe carrément. Alors je vais cliquer dessus pour vous faire un petit peu la description. Alors voilà, donc ça c'est les partenaires. Hein. Maintenant on va voir John Brewer. Hop, on va faire ça comme ça. John Brewer, il vient directement du World Economic Forum. Donc, il était, je ne sais plus dans quelle partie, Global Cyber Alliance, qui est World Economic Forum. OK? Pablo Brewer, c'est un ancien haut gradé de l'armée américaine. OK? Donc, voilà, tu as l'armée qui est impliquée dedans, et lui, il est représentant. OK? Omri Price, qui est lui? Il est le président de Alliance for Europe. C'est un lobbyiste à la base et il est aussi président de Alliance for Europe qui il sert d'intermédiaire entre justement 10 armes et tout ça et l'Alliance pour l'Europe. Le gars, pareil, il n'est pas censé être dans les deux, mais il est dans les deux et puis voilà, c'est pas... Bref. Et on a lui, alors Stephen Campbell, qu'est-ce qu'il a fait lui? Parce que c'est pareil, il n'est pas très beau. Il vient du Atlantic Council. Donc Atlantic Council, c'est un truc super chelou, une organisation très étrange, peut-être on devrait regarder un jour. C'est dans celui-là que Van der Leyen avait donné un prix de je sais pas quoi à Bourla en lui tapant la bise. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez une image de Van der Leyen avec Bourla en train de s'embrasser avec un prix dans la main, etc. C'était fait dans le Conseil Atlantique, Atlantic Council. Donc pareil, c'est une institution, ça sent pas bon quoi. L'équipe est donc très intéressante, mais ce qui m'a intrigué le plus, en plus des personnes qui n'ont rien à faire là, c'est un certain Adam. OK? Et c'est le bonhomme là. Les autres trois, on n'a pas beaucoup d'informations, mais ce n'est pas forcément des personnes très très importantes. Un petit peu de thé. Alors, cet Adam là, il est, je vais vous traduire, hein, regardez parce que sa description elle est très drôle. Il est analyste des opérations d'influence. Écoutez la description, c'est une traduction de ça. Personne humaine. Adam est une personne humaine. Parce qu'on a besoin de le préciser. Tu sais, quand tu fais ton CV, tu dois écrire « Je suis une personne humaine ». D'accord? Donc, Adam, qui n'a pas de nom de famille, c'est une personne humaine, nous dit ça, qui n'aime pas que les gens essayent de manipuler les autres.
Pendant les lockdowns de Covid, Adam a combiné sa formation en psychologie et son expérience dans le secteur du renseignement sur les cybermenaces pour analyser et archiver les techniques utilisées dans les opérations d'influence. Ah ouais, rien que ça. Le mec, genre, il a un cerveau ordinateur, quoi. Ah, cerveau ordinateur. Tiens, ça me... ok. Dans le but d'aider les gens à mieux comprendre comment ils sont manipulés en ligne. Il est gentil, Adam, tu comprends? Adam privilégie la clarté, l'authenticité et l'accessibilité de son travail et aime aider à protéger les gens des préjudices en ligne par tous les moyens possibles. Et surtout, Adam, il a fait sa description sur ChatGPT. Peut-être parce que lui-même, c'est une intelligence artificielle du type ChatGPT qui absorbe de l'information. Ça, c'est mon hypothèse. Parce que ce gars Adam, il n'existe pas. Ce visage-là, il est créé par l'intelligence artificielle et je n'ai jamais vu une description de quelque part où on te dit un tel est un être humain, est une personne humaine. Genre comme si on s'en doute. Non, enfin, si on le précise, c'est qu'il ne l'est pas. Parce ils le font pas pour les autres. Ils te disent pas. Alors, John Brower, c'est une personne humaine qui est directeur exécutif. Pablo Brower, c'est une personne humaine que, pour lui, on le dit. Voilà. Alors, Adam est fort probablement l'intelligence artificielle qu'ils utilisent pour réguler leur narratif en analysant le comportement des masses sur les réseaux sociaux. Alors, mauvaise nouvelle pour Adam, il s'est probablement retrouvé au chômage avec l'achat de Twitter par Musk, qui a posé des limites à ce genre d'opération de collecte d'informations. À un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, Musk, il avait limité le nombre d'actualités qu'on pouvait lire par jour à 5000. Alors, je ne connais pas d'humains qui sont capables de lire au-delà de 200, 300 actualités par jour. Donc, 5000, c'est une limite qui est bien supérieure à celle des capacités d'un humain. Pourquoi Elon Musk il a fait ça? Eh ben, il l'explique lui-même. Il y a des intelligences artificielles qui viennent se nourrir de l'information dans Twitter pour faire des choses pas cool, quoi. Eh ben, Adam, c'est l'entité, l'intelligence artificielle qui allait se nourrir de Twitter. Entre autres, hein, bien sûr, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a plein d'autres plateformes, mais Twitter était une des plus importantes. Et il allait là-dedans, prendre toute cette information, analyser, et à ses créateurs. Hop, Thierry, il y a de temps en temps des pauses à mon image. Dis-moi si c'est normal, si ma connexion est bonne et tout ça, ou s'il n'y a que moi qui le vois. Bref, et donc cet Adam, il a absorbé toutes ces données pour aider ses maîtres de contrôler le narratif. C'est intéressant, c'est intéressant. Ils ont donc ça aussi. Alors, le fameux framework de disarme. Là, attention, je prépare mon coup de pied. Hop, coup de pied au testicule de la bête. Là, on touche à l'outil de travail central du complexe industriel de la censure. Voici donc le cadre, framework de disarme, utilisé pour synchroniser toutes les institutions, groupes et acteurs qui font partie de ce complexe industriel qui sert à censurer, diffamer, attaquer, manipuler. C'est l'outil de travail utilisé par des individus comme TMF ou 4e Reichstag, Rudi Reichstag, je voulais dire. N'avez-vous pas remarqué que dans certains contextes, ils chantent tous la même chanson et en même temps, ça donne l'impression qu'ils communiquent ensemble en coulisses, fact-checkers, influenceurs, médias mainstream ou entités privées. Ce n'est pas qu'une impression en fait. Ils travaillent vraiment ensemble et voici leur méthode. Si vous cliquez dessus, ça vous amène dans le navigateur du framework de disarme qu'ils auraient aimé qu'il n'y ait aucun média alternatif qui tombe dessus, mais grâce à Bad Kitty et d'autres acteurs, je suis tombé dessus. Donc on va créer un nouveau layer. Je vous montre comment faire parce que vous allez comprendre après. Donc vous cliquez sur Create a new layer, disarm. Boum. Et nous voici à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Oh là 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 là. Alors, vous avez ici différents titres. Le plan de stratégie. Alors là, il vous explique déterminer les stratégies, déterminer les audiences cibles. Là, dans les plans d'objectifs, vous avez causer du mal, causer du tort, créer de soutien, dégrader l'adversaire,
Alors, dismay, comme on pourrait dire ça. Bref, dismiss. Dissuader d'agir. Déformer. Distract, distraire. Divide, diviser. Hein? Diviser des groupes, quoi. Et provoquer la division au sein des groupes. Faciliter la propagande étatique. Oh. Bon, gagner de l'argent, motiver pour agir et sous-estimer. Mais prenons un exemple ici. Faciliter la propagande étatique. Je fais un clic droit et il y a toute une liste, ok? Et il y a à la fin View technique. Donc je clique dessus et ça m'emmène ici. Alors ici, c'est le sommaire un petit peu de ce truc-là. Parce que oui, c'est pas que le tableau là ou le tableau, c'est juste un navigateur en fait. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a écrit là. Là, il y a écrit, le sommaire, il y a écrit « Organiser les citoyens autour de messages favorables à l'État. Coordonner des groupes rémunérés ou bénévoles pour diffuser la propagande de l'État. » On est dans le truc officiel de Disarm. Alors, bien sûr, attendez, parce que là, il y a vraiment, je connais les méthodes des autres en face. Eux, ils vont te dire que, en fait, non, ça c'est pour attaquer la propagande des États qui propagent la propagande sur Internet, etc., etc. Et puis, ils te donnent des exemples, en fait. Et un de ces exemples-là, c'est le suivant. Les nets citoyens de l'un des plus grands forums de discussion de Chine, connu sous le nom d'IBA, se sont coordonnés pour surmonter le grand firewall chinois. Voilà, c'est un exemple. Et donc, mais c'est un exemple foireux parce que concrètement, en fait, ils donnent les méthodes aux acteurs qui veulent jouer le jeu et bien sûr, ils vont cacher ça sous le... En fait, non, nous, on combat la désinformation... quitte à distribuer de la désinformation, mais en combat. Et donc, du coup, là, ce que vous voyez, c'est pour permettre à ceux qui veulent utiliser cette méthode de savoir comment travailler, tout ça. Les mots, ils sont clairs. Donc, faciliter la propagande étatique. Et ici, hop, ici en dessous, alors je vais peut-être zoomer un peu, vous avez... quelques exemples. Là, vous êtes dans les réponses. C'est-à-dire, s'il y a de la propagande étatique, qu'est-ce que vous pouvez faire? Hop, et là, on te donne ça. Créer un faux site web pour publier un contre-récit et un contre-récit par le biais de marchandises physiques. OK. Bon, déjà, contre-récit. Hop, traduction. Élaborer un contre-récit convaincant basé sur la vérité. Basé sur la vérité, ça veut dire prendre la vérité, détourne-la pour que ça va dans le sens que tu veux et tu crées un contre-narratif intéressant. Diluer le récit principal. Créer de multiples permutations ciblées et amplifiées. Ça me rappelle quelque chose. Alors, je vais aller sur mon compte X. Hop. X. Est-ce que... Voilà. Et en fait, j'avais partagé un post de Momochi. Hop. Merci Patrick que tu as fait remarquer ça. C'est encore Patrick ça. Et donc, Momochi qui dit, il y a quelques mois, j'ai fini sur une page de Conspiracy Watch car j'ai parlé de Pokémon Go. Je me fais un plaisir de les mettre face à leur ignorance, et elle le fait très bien, et d'expliquer l'ingénierie du comportement par le jeu, la gamification et la robotisation de la société. Le mot gamification est important. Pourquoi? Parce que avec ce qui est en train de sortir en ce moment, le mot gamification, en gros, concrètement, ce que ça te dit, c'est qu'on essaie de transformer le monde en une sorte de jeu vidéo, ok? Et d'emmener dans le monde réel des réflexes des jeux vidéo, etc. Et de pousser à travers les jeux vidéo les individus de faire des choses qu'ils ne feraient pas en temps normal. Bref. Et donc, Momochi en avait parlé très intelligemment. Je vous conseille fortement de regarder l'ensemble de cette vidéo-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on va aller voir un petit peu du côté de Tristan Merguez. Le mot gamification est très important parce que c'est un des principes des opérations psychologiques pour détourner l'opinion publique. Ok? Et Merguez, il comprend que gamification c'est grillé. Du coup, il se dit il faut que je fasse quelque chose et
il partage ça. Donc il dit, bah voilà, je fais le point sur la dernière stratégie de propagande conspire d'Alex Jones, investir l'univers des jeux, blablabla. Et vous avez la fosse des Ovannes qui s'appelle Conspiracy Watch, qui fait quoi? Gamification du complotisme. Le mot, il est déformé, là, il est détourné. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Parce que là, en l'occurrence, ce qu'Alex Jones a fait, il a pris des personnages réels et il a fait un jeu avec. Alors que gamification, c'est quand tu prends des choses qui se passent dans des jeux et tu les emmènes dans le monde réel. C'est l'exact opposé. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que, évidemment, quand tu fais ça, eh ben, en fait, il y a des médias qui vont commencer à parler, etc. Et quand toi, tu vas taper gamification sur Internet, bah, tu vas tomber sur leur article là. Et tu ne sauras pas vraiment ce que c'est. Tu ne vas pas tomber sur la vidéo de Momochi ou quoi que ce soit. Et donc ça, c'est quoi? Pourquoi je vous parle de tout ça? Bah, je vous parle de tout ça parce que là, on a dilué le récit principal. Bah, c'est comme ça qu'ils diluent. Ils prennent une information vraie, ils l'entourent avec d'autres thèmes qui n'ont rien à voir mais qui utilisent les mêmes mots-clés pour diluer cette histoire, en fait, pour qu'elle soit difficile à trouver, etc., etc. Bref, est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de vous montrer là? Est-ce que c'est clair à tout le monde ce que je suis en train de montrer là? Et c'est vraiment, prenez conscience que là c'est qu'une partie. Parce qu'on peut retourner, alors est-ce que je l'ai le navigateur là? Par exemple, tout à l'heure, il fallait que je contre un narratif, justement, create personas. Il vous explique de créer des faux comptes, créer des faux experts, par exemple. Vous avez ici créé des faux experts. De compromettre des comptes légitimes, par exemple. Hein? Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que je vous ai mis dans les liens aussi le lien GitHub source. Ok? Donc, il est là. Hop, si vous supprimez tout ça, hop, vous arrivez au code source sur GitHub. Ok? Et dans le code source, ici, vous voyez que juste en dessous, hein, on va voir déjà comment ils le décrivent en fait. Hop, hop, on va voir la traduction. Disarm est un cadre conçu pour décrire et comprendre les incidents de désinformation. Disarm s'inscrit dans le cadre de travaux visant à adapter les pratiques de sécurité de l'information afin de faciliter le suivi et la lutte contre la désinformation et d'autres préjudices liés à l'information. En gros, c'est vraiment l'outil central des collabos, des chiens de garde de la rhétorique, en gros. Et il est conçu pour s'adapter aux pratiques et outils d'infosec existants. Le style de Disarm est basé sur le cadre attaque de Mitre. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de Mitre tout à l'heure. Des modèles Styx, donc c'est là-dedans qui a travaillé l'Université de Floride sur ce truc-là. Pour les objets Disarm sont disponibles dans le repo Disarm CTI, Cyber Threat Intelligence. Donc voilà, tout se connecte. Il facilite le transfert des données Disarm entre les ISAO, ça je ne saurais pas vous dire ce que c'est, et les organismes similaires utilisant des standards comme Taxi. Bon, ok. Et là-dedans, vous avez justement l'historique, parce que c'est ça qui est drôle, vous avez les documents, donc si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil, et c'est ça que je vais vous demander tout à l'heure, mais attendons. Vous avez ici le cadre, le framework, et vous avez un truc rouge, donc Disarm Red Team Framework, donc l'équipe rouge, et Disarm Blue Team Framework. Ok, donc comment c'est décrit ça? Hop, le rouge c'est le TTP. Alors le TTP, j'avais vu un peu au-dessus ce que c'est, donc c'est tactique et technique et procédure. Ok, donc les tactiques et techniques et procédures des créateurs de désinformation classées par étape tactique. Donc là, ils te disent qu'en fait, toutes les choses qui sont montrées ici, ça décrit le travail des désinformateurs. Oui, sauf que les désinformateurs, c'est eux. Il s'agit du cadre Disarm classique qui est fourni avec MISP. MISP, vous savez, l'outil de l'OTAN, par Mitre, que je vous disais tout à l'heure, voilà. La version cliquable permet de créer rapidement des listes de tactiques et techniques de procédures. Voilà. Donc, il vous parle du navigateur, je pense. OK. Et ensuite, vous avez la Blue Team. Hop. Et les tactiques et techniques et procédures de réponse à la désinformation classées par stade tactique.
Donc là, c'est l'action, c'est l'aspect, on agit quoi. Il s'agit des contre-mesures classées selon les premiers stades tactiques dans lesquels elles sont susceptibles d'être utilisées. Donc ils vous disent, s'il y a ça comme désinformation qui est propagée, vous pouvez faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, des contre-mesures quoi, en gros. Est-ce que vous réalisez ce qu'on est en train de regarder? Et ça, c'est vraiment historique. C'est historique, c'est vraiment, on est en train de fouiller les entrailles du ministère de la propagande du 4e Reich. Prenez conscience de ça. Alors, comme vous pouvez voir sur le site, c'est beaucoup trop grand pour moi d'aller fouiller dedans. Parce que dans chacun de ces trucs-là, vous avez un nombre important. Si j'ouvre tout là, vous avez plein de sous-groupes, de sous-catégories, etc. Et dans chacun de ces trucs-là, si je fais par exemple segmentation politique, je ne sais même pas ce que c'est. Hein. Je fais view technique. Déjà, j'ai view technique, donc voir la technique. Ok. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais je peux également faire view tactique. Donc, technique et tactique. Voilà. Donc là, il y a la tactique et ils te disent dans tel cas, tu peux faire ça. Donc là, on est dans quel cas j'avais fait segmentation géographique. Et donc, hop, traduction. L'identification et l'analyse du public cible permet d'examiner la localisation des membres du public cible, leur appartenance politique, leur situation financière et d'autres caractéristiques qu'une opération d'influence peut intégrer dans sa stratégie de diffusion de messages. Renseignez-vous en gros qui propage l'information pour lui démonter la gueule plus facilement. Bien, ok, on est dans la propagande du 4e Reich, on n'est pas surpris. Au cours de cette tactique, les opérations d'influence peuvent également identifier les similitudes et les différences existantes entre les membres du public cible afin d'unir les groupes similaires et de diviser les groupes opposés. Donc, quand vous voyez des fois des gens débarquer, soit dans les commentaires Twitter, soit dans le chat, prenez bien conscience que la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, ils viennent pour diviser. Et en fait, ils essayent de créer des sous-groupes à l'intérieur d'un groupe et ensuite les tourner les uns contre les autres. OK? L'identification et l'analyse des membres du public cible permettent aux opérations d'influence d'adapter leur stratégie et leur contenu à leur analyse. Bref, vous comprenez... Ouais. Bon, bah, apparemment, OK. Vous comprenez que là... Là, on a mis pas le doigt, mais la main complètement dans quelque chose qui est juste gigantesque, gigantesque. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous ai apporté les explications dont je suis capable là, parce que j'ai cherché pas que ça, j'ai cherché aussi tout le reste du dossier CTIL. Et à chaque fois, je remarque que c'est un fil rouge et que si tu le tires, tu peux faire des pulls avec. C'est long, tellement il y a des acteurs impliqués, tellement il y a des institutions, des gens, des liens à faire, etc. Et là, seul, je ne pourrais pas aller au bout de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est dans l'article, je vous donne les liens pour accéder à ce truc-là. C'est open source et c'est censé être accessible à tout le monde. D'accord? Je vais vous demander, si vous parlez anglais, et si vous avez les compétences nécessaires, ok, et que vous savez creuser un petit peu, allez voir ce qui s'y passe. Si ça vous intéresse, évidemment, je ne force personne à faire quoi que ce soit. D'accord? Juste, je vous mets les liens pour les plus curieux qui le demandent, qui sont en train de les demander dans le chat. Vous qui prenez déjà l'initiative avant même que j'en parle de me demander les liens, je vous donne les liens. Et si vous comptez faire des recherches dessus, s'il vous plaît, quand vous avez fini vos recherches, ok, publiez-les sur X. Allez créer un compte sur X, c'est important. Publiez-les sur X et taguez-moi dessus. Taguer, si vous savez faire des recherches, vous savez taguer aussi. En gros, dans un commentaire, vous faites arrobase et vous faites ADNM, voilà. Vous faites ça, vous cliquez dessus et voilà.
Vous avez tagué, donc vous mettez votre message, blablabli, blablabla. Et comme ça, si vous avez trouvé des choses intéressantes, publiez-les sur X. Taguez le compte ADNM dessus et j'essaierai de les lire. Alors, prenez en compte le fait que je suis seul à faire ces recherches, à faire la modération des sites, du Telegram, du Twitter. Et aussi ça, pendant que je fais les émissions Y-Files, donc si vous voulez, une journée à 24 heures, à un moment donné, je suis un humain, j'ai besoin de dormir un certain temps. Donc, ne soyez pas déçus si je ne lis pas tout de suite votre travail. Mais allez chercher. Pourquoi je demande ça? C'est parce que nous avons la capacité de prendre l'intelligence individuelle des personnes compétentes au sein de ceux qui regardent cette émission, de les mélanger ensemble et de créer une sorte d'intelligence collective, comme eux, ils ont fait. On va prendre leurs outils, on va les retourner contre eux. Et donc, cette intelligence collective, elle est capable de faire beaucoup plus de travail que chacun des individus seuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'intelligence collective, 1 plus 1 n'est pas égal 2. 2 personnes peuvent faire beaucoup plus de travail que 2 individus chacun de son côté. 3 personnes peuvent faire beaucoup plus de travail que 3 individus chacun de son côté. 10 personnes, et plus tu ajoutes des personnes, plus tu multiplies ça par un nombre important. Et donc, si on veut vraiment faire ça bien, faisons ça ensemble. La première investigation et recherche décentralisée. Cela représente plusieurs avantages. Le premier, c'est la puissance de calcul, le temps, l'optimisation et tout ça. Le deuxième avantage, c'est que si c'est moi qui fais tout seul, je suis attaquable parce que je suis un. Et donc, s'ils m'attaquent moi, ils attaquent le message. Vous savez comment ça marche. Voilà. Les gens aujourd'hui, ils ne savent pas faire la différence entre message et messager. Donc, s'ils m'attaquent moi, ça y est, ils ont attaqué le message, etc. Par contre, si on est nombreux à faire ça, ensemble, à votre avis, elles vont pouvoir nous attaquer? Essayez de casser une allumette seule. C'est facile. Prenez tout le paquet d'allumettes et essayez de les casser ensemble. Chaque allumette, une par une, tu peux les casser. Tu peux en casser 100 000. Par contre, tu prends des allumettes, tu les mets ensemble. À partir de 10, tu commences à galérer à les casser. Tu n'y arrives plus. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est essayons de mettre en pratique. Et je sais qu'il y a 100 000 personnes qui regardent les émissions ou plus. Et de ces 100 000, la majorité n'ont pas le temps, n'ont pas les compétences, etc. Mais là-dedans, même s'il y a 10 personnes qui ont les compétences, on pourrait vraiment faire quelque chose. Et je vous dis juste, il y a moyen que le site tombe. Et vu la façon qu'ils ont construit leur truc, où ils ont un navigateur qui est en ligne, par contre, tout le reste, il est sur GitHub, ça veut dire que ce genre de sites ne peuvent pas être sauvegardés sur des sites d'archives. D'accord? Tu vas avoir le navigateur, mais tu ne vas pas avoir le contenu. Donc, essayons de faire ça rapidement avant que le site saute. Mais je peux vous dire que même si le site saute, il y a certains parmi vous qui ont compris déjà ce qu'il faut faire pour sauvegarder. Mais je ne vous le dis pas parce que, voilà, mais certains sauront quoi faire. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez? Ça vous dit, on fait ça ensemble? Ça vous dit, on démonte tout le système de propagande et de toutes les maisons des chiens de garde, de la rhétorique et de tous ces gens corrompus qui nous prennent pour des cons et ils croient que on n'est pas capable de comprendre qu'ils travaillent tous ensemble à chanter les mêmes chansons, là, les Tristan Mendes France, les Reichstadt, les Julien Pain, les Oduro. William Oduro, le mec, c'était un gars qui vient du gaming. Et même ça, il ne savait pas faire correctement. Et en fait, là, avec les dossiers CTL, on apprend qu'ils font des formations et ils t'apprennent certaines choses. Et puis après, ils te mettent une sorte de guide spirituel, façon de parler, hein, qui surveille, ok, et qui envoie des commandes, hein. Et du coup, ces personnes-là, elles ont un nouveau travail qui est beaucoup mieux payé que leur ancien. William Oduro, c'est ce qu'il a fait, par exemple. Pourquoi je sais ça? Je sais parce que pendant qu'il écrivait ce livre qui s'appelle Dans la tête des complotistes et qu'il voulait m'intégrer dedans, en fait, on a échangé plusieurs fois. Et dans ces plusieurs fois, il y a plusieurs choses étranges qui se sont produites. Par exemple,
Il a dit, ah, cette partie-là, toutes les parties qui me mettaient en une bonne lumière, je lui ai dit, ça, tu vas l'ajouter. Je sais pas. Et en fait, à un moment donné, il m'a avoué qu'il n'est pas le seul à décider ce qu'il va mettre dans ses livres ou pas. Dans son livre ou pas. C'est pas le seul qui décide. Pire, il m'a aussi avoué que ce livre-là était une commande. Vous comprenez? Et du coup, vous vous dites, mais... Enfin, vous avez compris l'idée. J'ai même pas envie d'aller plus en profondeur. Je prends et William Oduro, qui était personne avant. Maintenant, Le Monde, le journal Le Monde, crée tout un narratif basé sur les articles que lui, il écrit. Mais encore une fois, ce n'est pas lui qui les écrit. Ces articles sont basés sur le cadre du disarme. Donc, William Oduro, comme tous les autres, les Julien Pain et tout ça, c'est là-dedans qu'ils vont s'armer, alors soit directement, soit par des intermédiaires. Mais en tout cas, ça, c'est le système de travail qui permet à toutes les institutions qui participent à la censure et à la protection du narratif officiel de s'organiser entre eux. Et on peut, ensemble, faire tomber cette chose-là. Simplement, en vous en parlant et en partageant les liens, c'est possible que tout ça disparaisse bientôt. Essayons de faire vite. Mais oui, comprenez aussi que comme avec Vinted, hein, pourquoi ils se sont fâchés avec Vinted et ils ont commencé à m'attaquer, etc. Parce que le fait que j'en ai parlé, ils étaient obligés de retirer les annonces. Mais en retirant les annonces, ça réduit le trafic d'enfants en ligne. Et en réduisant le trafic d'enfants en ligne, ça a provoqué des pertes chez les trafiquants. Du coup, ils étaient un peu fâchés. Et c'est pour ça qu'ils ont insisté à ce point à contre-attaquer le narratif. Vous comprenez? Là, regardez à partir de ce soir qu'est-ce qui va se passer à propos d'ADNM, etc. Vous allez voir, allez voir dans les commentaires du chat Telegram ou Twitter, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, voilà, si vous voulez m'aider sur ça, vraiment, je vous remercie d'avance. Faisons ça ensemble, on peut y arriver. Et on va y arriver.